Tu as des auteurs et autrices du GIEC, donc des scientifiques, qui sont pris à partie et qu'on les met tout de suite et catégorise en scientifiques militants, scientifiques engagés, etc. Évidemment, les journalistes du Figaro et de Valeurs Actuelles, eux, sont neutres et pas du tout engagés. Tu vois le truc? Donc il faut se rendre compte qu'en fait le système est prêt à tout pour se défendre et criminaliser leur discours. Et on est poussé à bout par un système qui ne laisse pas le choix. Que les médias ne font pas leur boulot. On invite encore des climato-sceptiques sur les plateaux. Ces discours-là mènent à l'inaction. Et l'inaction mène à des morts. Il faut vraiment le répéter et le rabâcher. Mon point de vue, Thomas Wagner, en voyant les politiques actuelles, on se dirige vers plus 3 degrés au niveau mondial et le 1,5 degré, on va l'éclater. Bienvenue à toutes et à tous sur Limite. Vous connaissez, si vous êtes des habitués, on est là pour parler climat, parler biodiversité, limites planétaires, limites des ressources et aussi des limites humaines et savoir un petit peu comment est-ce qu'on s'en sort tous ensemble là-dedans. Et donc on a amené à rencontrer beaucoup de chercheurs, beaucoup d'experts, beaucoup de personnes qui sont des activistes, des militants, des lanceurs d'alerte. Et vous aussi, je sais que vous faites partie de cela, donc merci à vous d'être là. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter tout au long de cette vidéo. Les sujets qu'on amène ici sont voilà, pour votre avenir. C'est pas pour moi que je le fais, sinon si je pensais qu'à moi, je serais encore en train de faire du jet ski dans la baie d'Hudson à New York. Non, c'est pour vous qu'on le fait et c'est pour mes enfants aussi. Donc j'espère qu'à part ça, que vous allez bien. Et là aujourd'hui, j'ai de la chance, l'honneur de recevoir, on fait genre, hein, mais Sarah Frangin, c'est un pote. Hein. C'est un bon pote d'ailleurs, c'est le cas de le dire. Thomas Wagner, comment tu vas? Très bien Vince, merci de me recevoir. Avec plaisir. Comment va la santé mentale, Thomas? Elle va très bien. Contrairement à l'état politique du pays, moi ça va très bien. Ça a mis du temps pour m'ajuster et c'est vrai que c'est pas forcément facile avec toutes les nouvelles climatiques. Hein, quand tu suis l'actualité, c'est pas forcément facile. Mais moi, j'ai beaucoup de chance, je pense, et ça va très bien. Tu as un cerveau particulier, Thomas. Tu fais partie d'un monde, tu viens du monde de la finance à la base. Oui. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il tient un blog, je dirais même carrément un média aujourd'hui, qui s'appelle Bon Pote, qui vise en fait à vulgariser, rendre accessible toutes les données autour du climat, qui permet à monsieur et madame tout le monde de mieux comprendre. Et venant d'un monde qui n'a rien à voir tel que la finance et aujourd'hui rentrer là-dedans, limite t'es devenu un chercheur en fait quand on y pense. Ah non, j'ai pas du tout la prétention d'être un chercheur, surtout quand tu comprends la complexité des problèmes. En revanche, mon boulot là quotidien, c'est d'essayer de vulgariser justement la recherche scientifique, donc tous les rapports qui sortent et les études, y compris les fameux rapports du GIEC, donc de se plonger là-dedans dans des rapports de 3000 pages et d'essayer de rendre ça accessible, comestible, entre guillemets, et d'essayer d'intéresser les personnes qui puissent me lire et d'élargir la base des lecteurs et lectrices, évidemment, parce qu'il y a urgence et on n'est pas assez à connaître vraiment le fond du problème, etc. Et plus on sera à connaître le problème, plus on sera à chercher des solutions. Donc c'est un peu ça l'idée, quoi. Nous tournons à une période qui est le mois d'octobre 2024, nous sommes à l'Académie du climat à Paris et tu sais, aujourd'hui, quand je regarde un petit peu tout ce qui s'est mis en place, tout ce qui a commencé à se créer comme résistance face à d'autres résistances qui ne veulent pas changer, hein, puisque bon, s'il fallait résumer la situation, c'est il faut tout changer, il faut transformer les modèles, il faut effectuer une transition, une métamorphose, quel que soit le mot que vous utilisez. Et de l'autre côté, des gens sont en mode « Oh non, 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 on n'aime pas trop changer nos habitudes, il ne faut pas trop changer, on peut encore tenir. » Et souvent, c'est des gens qui vivent dans des contextes où ils ont de l'argent, des moyens, des capitaux, de l'énergie à profusion. Mais on sent, et aujourd'hui on le voit de plus en plus, que c'est en train, le système est en train de craquer de toutes parts et des résistances sont en train de se créer. Mais quand on regarde un petit peu l'actualité de ce qui s'est passé, jet de soupe, 2 ans de prison, organisation d'extinction rébellion, qui se disent les gars, comment est-ce qu'on va faire? Venez, on va discuter ensemble sur Zoom, boum, 4 ans de prison. En Suisse aussi, aller coller une affiche, boum, tu fais de la prison. Le terme écoterroriste qui est revenu. Et je veux redire que cela relève de l'écoterrorisme. Mais qui est de plus en plus rentré dans la conscience collective en se disant « Ah ouais, c'est ces écologistes qui nous empêchent d'eux et qui sont des terroristes, tout ce que tu veux ». On sent aujourd'hui, et notamment des sorties qui ont été faites, hein, d'ailleurs dans un article de Guardian qui montre un haut fonctionnaire de police qui dit mais non, on veut absolument rien laisser passer en ce qui concerne les mobilisations parce que ça nuit à l'économie, les gens ont peur d'aller dans les centres-villes, ils ont peur de se faire bloquer, etc., etc. On sent une criminalisation de plus en plus forte. Ouais. Je voulais un peu avoir ton avis là-dessus. Qu'est-ce qui se passe? C'est nous les nouveaux boucs émissaires?
Bon, ce qui arrive là, ça n'a rien de surprenant. C'est tout simplement le système qui se défend. Il y a un système donc qui là perpétue le business as usual. Il faut que ça continue comme avant, qu'on continue à extraire autant d'énergie fossile, à consommer, etc., etc. Et là, on arrive à un point où de plus en plus de personnes, évidemment, se rendent compte qu'il faut que ça change. Ces personnes-là alertent, mais que ce soit en fait des citoyens, des scientifiques qui sont aussi des citoyens, continuent à alerter, etc. Et même ces personnes-là sont criminalisés. On est allé ensemble, ce n'est pas un secret, sur les manifestations pour l'A69 en France. Des scientifiques se sont fait gazer, en fait. Ont reçu des gaz lacrymogènes, ils donnaient des conférences devant des familles et se sont fait gazer. Donc il faut se rendre compte qu'en fait le système est prêt à tout pour se défendre et pour justement ce que tu viens de dire, criminaliser les personnes, et y compris donc les scientifiques, criminaliser leur discours. Donc même aujourd'hui, quand tu vulgarises et que tu alertes et que tu dis en fait il y a un réchauffement climatique, c'est anthropique, donc c'est d'origine humaine, on le sait, on est sûr, voici pourquoi, etc., tu vas avoir une certaine partie de la presse, et y compris des politiques, qui vont s'en prendre directement à ces personnes-là, que ce soit des activistes climat, des scientifiques et ou des politiques, évidemment. Donc tout ça n'a rien de surprenant, et ça arrive en France, et c'est de plus en plus dur, mais ça arrive, comme tu l'as souligné, en Angleterre. En Australie, c'est pareil. On a vu ces phénomènes-là beaucoup en Amérique du Sud, aux États-Unis et au Canada. Et on sait aujourd'hui que ça criminalise, donc ça te met en prison pour un oui ou pour un non. On peut y revenir un peu plus longuement. Et il y a aussi des morts. Donc il faut savoir que des gens sont là juste pour défendre et faire parfois respecter la loi. Mais en face, tu as un système, y compris l'État, il faut le dire, et la violence étatique qui permet cela et qui criminalise ces personnes. Moi, je suis, on va dire, même quotidiennement insulté pour ça, mais il faut voir, y compris sur les réseaux sociaux, que tu as des auteurs et autrices du GIEC, donc des scientifiques, qui sont pris à partie et qu'on les met tout de suite et catégorise en scientifiques militants, scientifiques engagés, etc. Donc, comme d'habitude, on compare ces personnes et on leur dit qu'ils sont engagés. Évidemment, les journalistes du Figaro et de Valeurs Actuelles, eux, sont neutres et pas du tout engagés. Tu vois le truc? Donc ça, c'est un des premiers pans du sujet qu'on est en train de discuter. Et le deuxième, et en fait le fond de ça, et là où on devrait en venir, c'est rarement présenté comme ça dans les médias, on devrait dire, je reprends ton exemple tout à l'heure du jet de soupe. Alors déjà, il faut bien préciser que c'était une vitre, qu'il y avait une vitre et que c'était fait intentionnellement parce qu'il y avait une vitre et pas sur l'œuvre d'art directement. Et comment ça a été présenté? On s'est dit, mais voilà, les activistes climat jettent de la soupe sur des œuvres d'art, c'est dégueulasse, etc. Effectivement, si tu as un traitement médiatique qui te présente ça comme ça, tu te dis, mais moi je me serais dit, putain, mais c'est dégueulasse. En fait, le fin fond du problème, c'est il y a un changement climatique, il y a une urgence à agir. Ni l'État, ni les entreprises, les grosses multinationales, même certaines PME, mais les plus grandes entreprises qui, eux, ont le pouvoir d'agir ne le font pas. On a la science qui nous dit X ou Y, on sait, c'est des certitudes, etc. Et ça n'agit pas. Donc en fait, qu'est-ce qui reste comme moyen d'action aujourd'hui aux citoyens pour agir? Et à partir de là, on sait qu'il y a des méthodes plus ou moins radicales qui permettent d'alerter sur la situation. Et en fait, c'est ce qui a été fait là avec ce fameux jet de soupe, ça fait déjà un an. Et ces personnes-là, on vient d'apprendre là il y a 2 semaines qu'elles ont pris 2 ans de prison pour ça. De jeunes filles. Hein. Voilà. 2 ans, 24 mois de mémoire et 20 mois pour l'autre personne. Enfin, je veux dire… On n'est pas en sursis, hein. C'est ferme. C'est prendre 2 ans de prison pour ça. Il y a des personnes en France, je vais citer, je ne vais pas faire de comparaison hasardeuse, mais qui font des choses bien plus graves, dont des agressions sexuelles, etc. et qui prennent 6 mois, tu vois. Donc on voit bien qu'il y a un système qui est en train justement d'aggraver les peines sur ces sujets-là pour dire attention, si vous continuez à alerter sur la situation et effectivement de souligner qu'on ne fait pas assez, d'un point de vue soit du gouvernement soit des entreprises, on sera là pour se défendre et pour vous pointer du doigt. Donc il faut s'y attendre, c'est pas du tout une surprise, la littérature scientifique est florissante en plus sur ce sujet-là. Là où c'est intéressant, c'est qu'il y a des discussions, y compris chez les scientifiques, de savoir est-ce que c'est contre-productif ou pas. Oui. Typiquement, est-ce que toi tu penses que c'est productif ou contre-productif? Moi je pense que c'est productif, et je donne mon avis, oula, qu'est-ce qui se passe? Dans la mesure où on en a parlé, et ça a permis à ce que quand même des gens se posent des questions en disant mais des gens sont prêts à faire ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Et aujourd'hui on est dans un monde de communication, donc tant que ça communique pour moi c'est bon. Mais j'ai vu Hugo Clément qui a estimé que c'était contre-productif, j'ai vu François Gemène qui ont estimé que c'était contre-productif, et que je me dis non mais attendez… c'est des personnes qui sont prêtes à le faire, des jeunes filles qui… Ouais. C'est-à-dire qu'on est quand même arrivé dans un stade où des personnes savent qu'ils risquent quelque chose, c'est un cri d'alerte. Je veux dire,
il y a des gens qui se sont immolés par rapport au changement climatique. Ouais. On n'en a pas parlé aux C'est États-Unis. Il y a C'est quelqu'un qui s'est devant le Congrès, qui s'est immolé. Ça a été étouffé. Quelqu'un était prêt à le faire, quoi. Quelqu'un l'a fait, même il en est mort. Faut quand même qu'on se. Alors beaucoup de gens disent oui, mais il était dépressif. Oh, tout de suite on vient avec les euphémismes. Ouais, mais le mec était fou, tout ce que tu veux. Donc pour moi c'était productif parce que ça en a parlé partout. C'est parti en viral. Et le mot changement climatique est arrivé. Et c'est important pour moi d'exposer. Maintenant, y compris chez nous dans les militants, on dit ah non, ça a servi à rien. Je te renvoie la balle. Ça a été partagé. Il y a eu des avis partagés effectivement. Hugo Clément, François Gémen s'est exprimé sur le sujet. Et en fait, la bonne réponse, c'est que personne ne sait si c'est vraiment contre-productif, productif ou contre-productif. Je me suis plongé dans la littérature tout de suite sur le sujet et en fait, dont Dana Fischer, qui est autrice du groupe 3 du GIEC sur l'activisme, on ne peut pas savoir si c'est productif ou pas. Ce qu'on peut savoir, en tout cas, c'est on peut analyser les réactions. Le fait d'en parler, mais les réactions dépendent toujours du traitement médiatique sur ce sujet-là. Si en fait tu prends un papier et on ne te parle pas du changement climatique, on ne te parle pas de la situation et on te dit juste c'est dégueulasse d'attaquer des œuvres d'art, c'est biaisé. Et ensuite, voilà, effectivement, Hugo Clément avait tweeté c'est pas des activistes, c'est des imbéciles. Bon, c'est son avis, mais en fait, la littérature scientifique te dit qu'on ne sait pas si c'est productif ou contre-productif. En revanche, là où ça a été productif, et c'est certain, il y a des études qui sont sorties après, ça a interpellé dans l'opinion publique. Donc au moins là-dessus, l'effet médiatique et le fait d'en parler, puisqu'on ne parle pas assez du climat aujourd'hui, au moins là-dessus, on sait que c'est productif. Le gros sujet ensuite, c'est les méthodes d'action. Donc ça a permis, ça n'a pas plu à tout le monde, effectivement, dont l'opinion publique en général. Mais en fait, les deux personnes là, qui ont depuis été condamnées, ces personnes-là ne parlaient pas à l'opinion publique. Ce qu'elles ont fait, c'est une méthode qui est éprouvée depuis le temps, qui s'appelle le flanc radical. Donc elles font certaines actions qui sont plus radicales que d'autres et qui permettent entre autres de déplacer la fenêtre d'Overton d'une part, et deux, de dire « vous pensez que ça c'est trop, vous pensez que ça c'est trop, très bien ». Les prochaines actions, on va les faire sur Total, on va aller faire du sitting devant Total, on va aller arroser des vies de Total, etc. Et là, normalement, vous venez de dire que ça, c'était pas bon, mais il fallait s'attaquer aux vrais responsables. Très bien, la prochaine fois, on va faire ça. Donc, ça permet de déplacer la fenêtre, et la fenêtre y compris d'acceptabilité, et de se dire que la prochaine fois, vous serez avec nous. Donc, c'est pour ça, et c'est à ça que ça a servi. Et elles l'ont dit en fait en interview plus tard. Donc, en fait, voilà, une fois que tu commences à démêler le vrai du faux de ces sujets-là, tu te rends compte que c'est plus compliqué que prévu. Et en revanche, bon, il y a des personnes qui ont voulu faire du clic et dire c'est productif, contre-productif, mais toutes ces personnes-là, factuellement, elles mentent. Parce qu'on ne peut pas savoir instantanément si c'est productif. Il faut attendre. Oui, c'est leur opinion, tout comme ce que je viens de dire avant, mon point de vue. Alors moi, je suis plus on est plein d'opinions, mais voilà. C'est ça, effectivement. Mais tu vois, ce qui a été fait là, puis il y a eu d'autres choses qui ont été faites. Hein. C'est pas dernière rénovation, c'est riposte alimentaire. Riposte alimentaire, exactement, qui ont eu le même processus. Mais on sent effectivement qu'à l'échelle mondiale, et pour parler avec beaucoup d'autochtones du Brésil, ils sont assassinés carrément. Ce sont des activistes, ils sont recherchés à la fois par les extracteurs d'or, les orpailleurs d'or, ils sont recherchés par certains élus locaux, même parfois la police, quand ils tombent sur des activistes écologistes qui défendent des trucs de la forêt et qui les reconnaissent, ils passent à ça le quart d'heure. Alors là, je vous dis de source sûre, puisqu'on travaille beaucoup avec eux, qui se cachent, quoi. Ils ont peur quand ils vont dans certains endroits où c'est beaucoup plus dans l'esprit Bolsonaro, même si Bolsonaro est chez Viktor Orban, qu'il y a une tentative de récupération de la démocratie, mais il y a quand même l'esprit, le terreau de Bolsonaro qui est encore présent. C'est très dangereux pour eux. Et on voit les disparités à l'échelle mondiale. Mais en même temps, on sent une organisation. En Belgique, on a Code Rouge qui s'organise et qui s'en prend à des infrastructures fossiles. Il y a les soulèvements de la terre en France et qui glane de plus en plus de monde. Alors au début, c'était sympa, ça marchait. On va moins en marche. On commence à faire des actions de désobéissance civile et on va monter de plus en plus crescendo parce que c'est important de comprendre potentiellement vers où est-ce qu'on est capable d'aller et quelle pourrait être la réponse à tout ça et vers où ça pourrait potentiellement terminer. Mais la désobéissance civile commence à prendre plusieurs formes. Je voulais un petit peu avoir ton avis. Fini les marches. Aujourd'hui, on s'arrête, on s'assit. Aujourd'hui, on montre qu'on n'est pas d'accord. En fait, il faut continuer et multiplier les modes d'action. Donc, ce n'est pas encore une fois Thomas Wagner qui parle, c'est des discussions avec des chercheurs et chercheuses sur le sujet.
Il faut continuer à multiplier les modes d'action. Il y a des choses qui sont, typiquement faire du sitting, s'asseoir dans la rue et faire des marches, c'est très bien et ça peut être une première étape. Évidemment que tu as des personnes qui sont plus radicales, qui ont beaucoup plus creusé les sujets, y compris les leviers politiques et ce qui bloque, et qui vont dire que ça ne suffit pas. Évidemment que ça ne suffit pas et qu'il faut passer à l'action directe, donc aller potentiellement saboter X, Y. On en parle après. Mais je pense qu'il faut tout, parce qu'il faut encore des personnes, il y a des personnes qui découvrent les sujets et déjà faire une marche, c'est une première étape, vraiment. Je l'ai fait il y a quelques années. Ça permet aussi de comprendre que tu n'es pas seul, parce que c'est très dur de s'engager quand personne autour de toi s'engage. Il y a un coût social, on ne se rend pas compte à ça, à être écolo. J'en parle beaucoup sur le média Bon Pote. Être l'écolo de service, c'est dur. Quand tu es seul, à être végétarien, à plus prendre l'avion, et que tout le monde prend l'avion, va faire la fête à Bali, ou aux États-Unis, etc., et que toi tu es le seul à rester en France et à dire non à ça, ou à manger de la viande, il y a plein de sujets comme ça, c'est difficile. Donc déjà, sentir que tu as d'autres personnes et être un groupe, c'est déjà un premier pas. Ensuite, pour les actions plus radicales, moi, c'est même pas une question d'être pour ou contre. La question, je la pose pas comme ça. Typiquement, et pour l'A69, comment j'ai présenté les choses, puisque ça me paraît être l'angle le plus juste, c'est de dire aujourd'hui, on a des études scientifiques qui nous disent que c'est une bêtise de faire l'A69, l'autoroute A69, tant d'un point de vue économique qu'écologique. Tu as des scientifiques qui s'engagent. Il n'y a pas un scientifique en France qui va dire c'est une bonne idée. Voilà. Et les politiques, et même d'ailleurs, je pense à des sondages sur place, et on y allait sur place, on a vu mais que cette autoroute ne sert à rien. Oui, et même les gens n'en veulent pas. Les gens, mais même les sondages qui disent les gens en veulent, mais pas du tout. Les derniers sondages, on a vu ça, ne sont pas pour donc il y a des intérêts évidemment économiques de l'autre, le groupe Fabre, etc. et des actionnaires, Astoca, etc. On sait aujourd'hui, mais ils sont jusqu'au bout. Donc, qu'est-ce que nous, en fait, citoyens, quel choix avons-nous quand on voit que l'État ne respecte pas sa parole, ne respecte pas ses engagements climatiques? Qu'est-ce qui nous reste comme mode d'action? Donc là, ensuite, c'est à vous de voir. Et moi, mon but, c'est enfin d'amener la discussion sur ce terrain-là. Voilà ce que nous dit la science et les scientifiques. Voilà pourquoi ils le disent, comment ils ont construit. Voilà. Faites-vous votre propre idée et ensuite décidez. Il faut arrêter de soutenir ces projets-là. On sait aujourd'hui que tout nouveau projet d'infrastructure est à l'encontre de nos engagements climatiques. Donc non seulement Emmanuel Macron et tout son gouvernement d'ailleurs. Et il faut se rendre compte que sur place, évidemment, que les médias, je repense au traitement médiatique de la journée qu'on a passée à la 69, je sais, on a vu nos propres yeux, que tout le monde a été comparé, je me rappelle de Darmanin qui avait dit qu'il y avait entre 2 et 4 000 éco-terroristes. Bon, moi j'ai vu des familles en train de sourire sur place, en train de manger des saucisses végétaires. Moi c'est comme le Hamas, tout le monde est du Hamas, tout le monde est du Hezbollah, on connaît. Oui, bon, encore un autre sujet. En fait, moi j'ai été choqué du traitement médiatique et de ne pas expliquer, de rappeler, c'est le rôle des journalistes de rappeler que, en fait, aujourd'hui il y a urgence et on continue à s'enfoncer dans des. Et c'est des projets qui nous loquent pour le futur en fait. Une fois que tu as une structure comme ça, une infrastructure comme ça, c'est foutu quoi. Donc ça verrouille une partie des émissions, c'est une catastrophe. Donc il faut aujourd'hui pouvoir renoncer sur ce genre de projet. Et en fait, si les politiques n'écoutent pas, vous ne respectez pas ni la loi d'ailleurs, ni vos engagements scientifiques, qu'est-ce qui nous reste? Moi je pose le sujet comme ça. Ensuite, évidemment, je ne vais pas dire face caméra, allez couper des machines, etc. En revanche, je peux comprendre d'un point de vue, en ayant du recul, que des personnes se disent c'est la seule solution et on est poussé à bout par un système qui ne nous laisse pas le choix. Je peux comprendre ça. Moi, j'aimerais qu'on trouve des solutions démocratiques et qu'on se dise, en fait, ce projet n'est pas bon, on arrête. Et on trouve des solutions. J'ai la sensation qu'on se dirige de plus en plus vers le sabotage, on en parle. Tu sais, moi, le film Fight Club m'a beaucoup inspiré. Pas de faire, pas de participer, mais en me disant, tiens, à partir du moment où c'est beaucoup une critique du capitalisme, voilà, dans les fin des années 90 quand ce film est produit, et c'est beaucoup les sous-strates de la population qui sont les personnes abandonnées, qui sont les personnes qui vivent dans des zones désindustrialisées, qui ont l'impression en fait d'avoir perdu à ce jeu du grand Monopoly, qui aujourd'hui ça se traduit comment? Ça se traduit on va voter extrême droite globalement, mais qui là-dedans non, c'est une réorganisation en mode on sait qui sont les véritables ennemis, on tombe pas dans ces pièges, etc. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que dans le film, chacun dans ses compétences utilise ses compétences. Et je me dis, tiens, Andreas Malm, How to Blow Up a Pipeline, comment saboter un pipeline. Est-ce que ce n'est pas vers ça qu'on est en train tout doucement de se diriger? Je ne sais pas dire que c'est souhaitable, parce qu'attention, on peut très vite prendre un moment de cette chaîne et nous faire dire n'importe quoi. Mais que l'humain, étant donné que le système est violent,
on répond d'une certaine façon à cette violence. Je crois que c'est Hannah Arendt qui avait parlé de ça, avec des petits moments. Et que alors le retour de flamme, le retour de bâton, il est encore pire. Et qu'au final, toi, tu es perdant au grand jeu du Monopoly. Tu sais qu'en même temps que tu as perdu à ce grand jeu du Monopoly, tu sais que les prochaines générations sont condamnées parce que des fous, il faut le dire comme ça, hein, des gens qui sont complètement biaisés par leur cerveau, qui refusent de voir certaines réalités, décident de prendre en otage l'essentiel de la population humaine et de dire après nous le déluge, et qui eux, voilà, le film Don't Look Up en parle très bien, qui fait qu'à un moment donné on va passer à des mesures beaucoup plus radicales. J'ai pas envie de dire que ça va être le cas, mais des mesures de cartel, que tiens, tel élu local en a rien à foutre, il a fait des mesures mais qui ne respectent pas les trucs sur les pesticides, sur le climat, machin, il a une grosse baraque, mais que ses enfants soient kidnappés. Donc on va au-delà du sabotage d'infrastructures fossiles. Là, je parle même que ce soit intenté à la vie de personnes qui mettent l'humanité. Ouais. Moi, j'ai peur qu'on en arrive à ça et qu'alors on tombe dans un système politique fasciste, ultra sécuritaire, qui fait que dès que tu mentionnes un petit peu bilan carbone, écologie, il faut faire gaffe à la planète, c'est non, ça tu viens de dire à la Wakbar, tu vois. Ouais. Et qu'on te prenne et que tout de suite on t'intimide au quotidien. C'est peut-être déjà en train de se passer, je ne sais pas. Bon, moi je ne suis pas spécialiste de la question et surtout, comme tu l'as fait à juste titre, je n'appelle pas à kidnapper des gens. Même non, moi non plus. D'excellentes fictions sur le sujet, un livre que j'ai lu récemment qui s'appelle Impact d'Olivier Norek. Et en fait, au bout de la 10e page, tu apprends que c'est de la fiction donc, que le patron de Total s'est fait kidnapper. Et que s'il ne change pas la politique du groupe, en fait, voilà, les ravisseurs menacent de le tuer. Et le livre est passionnant à lire parce que c'est écrit par un ancien policier qui connaît donc très bien ces questions et qui jongle en permanence entre les questions du légal, qu'est-ce qui est légal et qu'est-ce qui est juste. Donc en fait, le droit aujourd'hui, le droit, on sait très bien, ne suffit pas à protéger l'environnement. C'est très très insuffisant. Oui, le droit est construit, si je peux le droit protège aujourd'hui le capital. Enfin, voilà. Il y a un livre de Pistor qui est d'ailleurs là-dessus. Le droit protège le capital aujourd'hui et ne protège en aucun cas l'environnement. Il est très insuffisant pour respecter ça, que ce soit sur le plan climatique ou sur la biodiversité d'ailleurs. Donc on sait que c'est très insuffisant. Il y a un risque, comme tu le dis, de radicalisation et qu'une fois que tu vois que, en fait, même pour un Zoom, il y a une personne qui était dans un call Zoom qui a pris 4 ans de prison en Angleterre. Donc quand tu sais que tu prends 4 ans de prison pour ça, il y a des gens qui forcément vont se dire, en fait, quitte à aller en prison, on va faire des choses de plus en plus radicales. Alors que le système pense que ça va décourager les autres. Oui, bien sûr, mais en fait, ça n'arrive pas, ça, en revanche. Il y a assez de papier pour t'expliquer que ça n'arrive pas. Donc, c'est un risque. Et moi, je travaille, mais H24, 7 sur 7, pour que ça n'arrive pas et qu'on puisse démocratiquement, parce que de toute façon, la solution et la réponse sera démocratique, pour qu'on puisse trouver des solutions ensemble, mais y compris des gens de gauche, de droite, voire d'extrême droite, et que ces types-là se disent « Ah oui, mais en fait, ce n'est pas l'extrême droite ou ce n'est pas l'immigration le problème est autre et on peut trouver des solutions collectivement. » Donc c'est un risque, je ne le souhaite pas, évidemment, je ne vois même pas qui pourrait dire ça publiquement, mais même en off, en fait, je ne le souhaite pas. Je travaille pour éviter ça. Tu travailles sur base scientifique. Ton boulot, c'est aller dans la recherche, quelle étude dit quoi, etc. D'ailleurs, nous, quand on fait des vidéos face cam, c'est pas notre opinion qu'on balance, on va creuser les rapports, on va creuser des études scientifiques sur ces questions-là. Pour essayer, en tout cas, d'avoir le plus haut niveau de preuves, de détails qui dépassent de loin ce que n'importe quelle personne peut avoir comme opinion sur son quotidien. Moi, j'ai envie d'aller vers toi sur... Tu sais, tu avais fait quelque chose de splendide, tu avais parlé des 12 discours de l'inaction. Et que c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les conversations à table, quand tu regardes la télévision, façon de parler au comptoir du bar, où tu as plein de biais qui s'entremêlent. Et moi, justement, la question que j'ai envie de te poser, toi qui as discuté avec des chercheurs, toi qui as été creusé toutes ces données-là, est-ce qu'il y a quelque chose dans notre cerveau qui nous empêche fondamentalement d'agir réellement? Des choses peut-être au pluriel, qui fait que peut-être que c'est quelque chose que, comme nous sommes constitués, nous n'y arriverons pas. Ou alors, comme notre culture a été constituée, nous n'y arriverons pas. Tu vois ce que je veux dire? Oui, très bien. Ça, c'est une des thèses c'est la fameuse thèse de Sébastien Boller qui parle du striatum. Donc, cette thèse est bien sûr fausse. Donc, ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. C'est pas à cause de notre cerveau qu'on détruit la planète. Que disait la thèse à la base? La thèse disait qu'une partie de notre cerveau nous poussait à vouloir toujours plus, et à vouloir consommer plus, etc. Et donc, en fait, c'était en nous. C'était biologique, ouais. C'était sans prendre en compte, en fait, il y a des
partie de la population dans le monde, on n'est pas tous occidentaux à vouloir toujours plus, à être sur Instagram, à rêver de jet privé, etc. Évidemment qu'il y a des personnes qui ont compris que l'environnement est important, et d'avoir un environnement soutenable. Et qui trouvent du plaisir et du bonheur. Voilà, et que tu le modifies, mais que l'environnement reste soutenable. Donc ça, nous, ce n'est pas le cas. Mais évidemment que ce n'est pas notre cerveau. Enfin, sinon, ça voudrait dire que tous les êtres humains réfléchissent de cette façon-là. Non. En fait, tu as un système et des constructions sociales qui font qui nous poussent à consommer et consommer plus, etc. Bon là, sinon il n'y aurait pas des milliards de dépenses dans la publicité, typiquement. Enfin voilà, il n'est pas chercheur d'ailleurs, Sébastien Boller a pris ça, mais c'est faux. Le dernier livre de Albert Boukhaibé qui s'appelle Neuromania est très bien et voilà, débunk un peu cette idée-là. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, selon moi, de dire que ce n'est pas dans la nature humaine de vouloir toujours consommer et de détruire son environnement. C'est plutôt une bonne nouvelle. C'est d'ailleurs ce qu'appelle Timothée Parry, qui fait souvent la comparaison en disant que l'économie est un jeu. Et en fait, on peut en faire nos propres règles du jeu. Et une fois que tu as compris ça et te dire, en fait, ce n'est pas une fatalité de vivre comme ça, on peut modifier les règles et si possible démocratiquement. C'est un peu le jeu. Aujourd'hui, c'est très difficile. Le choix est un peu confisqué par certains politiques à la fois et certaines personnes qui ont beaucoup d'influence parce qu'elles ont du pouvoir, qu'elles ont beaucoup d'argent. Tu as fait tout à l'heure référence à Bolloré. Bon, typiquement des milliardaires qui rachètent les médias un par un, etc. et qui ensuite ont un pouvoir d'influence. Il faut le prendre en compte, etc. Donc ça aussi, ça n'a rien à voir avec la nature humaine. C'est juste quelqu'un qui achète des médias, qui ensuite influence et pousse ses idées. On attend encore un milliardaire qui pousse les idées écologiques de décroissance, etc. Mais ce n'est pas encore arrivé. Je suis métissé, je suis entre deux mondes et de nature, je me suis toujours considéré au centre. Je suis comme ça de nature en me disant, tiens, je peux comprendre quelqu'un qui… Je ne tolère pas, je n'accepte pas, mais je peux comprendre le réflexe mental et psychologique qui amène quelqu'un à voter pour des partis qui sont fondamentalement contre moi, tu vois, ou qui vont me prendre comme bouc émissaire. Je comprends le schéma, le raisonnement, et donc j'essaye d'apporter un petit peu d'aide, tout comme je comprends de l'autre côté qu'on ne veuille pas discuter, qu'on ne veuille pas échanger. Mais force est de constater que j'ai l'impression que ces 10 dernières années, il y a eu un mouvement, il y a eu quelque chose où j'estimais que le centre, la gauche était majoritaire, c'est-à-dire ce côté de vivre ensemble, ce côté de on va donner la chance à chacun, ce côté des droits de l'homme. J'ai l'impression que c'est sur les 10 dernières années, et beaucoup ces 5 dernières, sur les réseaux sociaux, et je suis peut-être, et dites-nous en commentaire si vous percevez la même chose ou pas, et ça dépend justement de qui regarde cette vidéo, qu'il y a eu un basculement, est-ce que c'est les réseaux sociaux, la bulle ou pas, j'en sais rien, qui donne la sensation qu'aujourd'hui, la gauche est du côté minoritaire et que globalement, tout le monde tout d'un coup est devenu de droite. Qu'est-ce qu'on a raté? Qu'est-ce qui s'est passé qu'il y ait un clivage et une fracture aussi élevée? Alors qu'on est tous embarqués dans le même bateau qui fonce droit vers l'iceberg. Tu parles d'écologie ou juste de sociologie? Pour moi, les deux sont assez liés. Mais… Bien sûr, tu as 2 sociologues qui ont très très bien documenté ça. J'ai lu leurs 2 livres cet été que je recommande. Enfin, en fait, je fais de la promo de tout le monde, donc c'est très bien. Donc Cocard, Ceux qui restent, et Félicien Faury qui a écrit Un vote ordinaire. Et donc en fait, ils essayent de comprendre et d'expliquer. Ça explique notamment comment des personnes sont amenées à voter extrême droite. Et enfin, c'est passionnant. Et évidemment, moi j'essaye de comprendre évidemment pourquoi il y a des gens qui sont délaissés aujourd'hui. Le changement climatique, on sait en France, en France et partout dans le monde d'ailleurs, et en France va toucher les classes populaires en premier. Pourquoi ces gens-là continuent à voter extrême droite alors que ça ne va pas dans leur sens, ni économiquement, ni voilà. Et c'est passionnant à lire. Donne des éléments de réponse aussi, hein, ça nous intéresse. On ne va pas tous acheter le livre. Non, en fait, d'un point de vue sociologique, il y a 3 grands points. Ce qui est mis en avant, c'est la détestation des élites. Le deuxième point, c'est le fait de se sentir oublié, évidemment, des politiques publiques, et je peux le comprendre. C'est une des critiques que moi j'aimais et que j'ai déjà émis à l'écrit sur la gauche actuelle, en fait. Il faut aussi se rendre compte que si l'extrême droite grimpe autant en France, c'est multifactoriel, bien sûr. Tu as les médias qui ont leur grande part de responsabilité, et ça je vais en parler des heures, mais il y a aussi une question d'offre. Donc si tu as une personne qui se sent délaissée et qui préfère voter extrême droite plutôt qu'une politique de gauche qui devrait aller dans son sens, c'est qu'il y a un problème. Et il faut aussi que la gauche et les partis de gauche se remettent en question. Donc ça, c'est pris en compte. Et évidemment, il y a aussi une dimension raciste. Félicien Faury en parle dans son livre, lui qui a bossé plus de 6 ans, il a fait de la sociologie
en PACA pendant plus de 6 ans et pour le coup, je connais un petit peu le sud de la France pour y passer une bonne partie de ma vie. Dès que je me balade et dans des villages, j'ai des réflexes de regarder où est-ce que ça vote. C'est aux dernières législatives, pour l'élection présidentielle, etc. Putain, chaque fois, c'est majoritairement RN. Donc c'est très loin de ce que nous, on a à Paris, parce que je suis parisien. Donc ouais, il y a un monde d'écart entre les deux. Donc c'est intéressant. Et ce dont tu parlais tout à l'heure, le dialogue et l'importance du dialogue, je pense qu'il faut continuer à parler à tout le monde, pas forcément aller dans des médias comme Valeurs Actuelles pour discuter avec tout le monde, mais je pense qu'il faut continuer à parler avec tout le monde, y compris des gens qui votent à droite, extrême droite, parce que c'est aussi dans leur intérêt, et pour l'écologie et pour le social. On dirait qu'il y a un braquage des croyances, parce que quelqu'un qui vote extrême droite a l'impression d'être anti-élite, alors qu'en fait au contraire, il renforce les élites. Ah oui, bien sûr. Non, mais on pourrait reparler du programme et économique, et social et environnemental de l'extrême droite. Ils ont sincèrement les similitudes avec le programme d'Emmanuel Macron. T'as l'impression que c'est le même programme. Le nouveau Front républicain est un peu Macron et l'autre côté, quoi. Ouais, non mais. Je vois la dernière séquence politique qu'on a eue en France a été très difficile. J'ai bossé H24 et je sais que toi aussi. Juste après la dissolution, où vraiment tous les éditorialistes, les toutologues habituels qui passaient sur les plateaux pour expliquer que le programme du NFP allait mener à la faillite en France et qu'il fallait mieux voter pour le programme du Rassemblement national et qu'il était moins pire. Moi j'étais là, mais sur quoi vous vous basez? Évidemment, on leur demande jamais sur quoi ils se basent, mais c'était une catastrophe. Donc, bref. Et qu'est-ce qui t'a énervé récemment? Quelque chose où tu t'es vraiment dit, putain, mais ça m'a saoulé, mais d'une puissance. C'est quoi qui t'énerve même encore en général? Toi qui épluches tellement d'informations, alors pourquoi je te pose spécifiquement cette question? Parce que je sais que tu t'informes beaucoup, que tu lis beaucoup, tu te renseignes beaucoup et tu es très attentif à tout ce qui se passe en termes d'actualité locale, internationale et nationale. Qu'est-ce qui vraiment là tu t'es dit, mais ça c'est encore un exemple de choses qui ne vont pas? Alors je ne sais pas si je suis énervé, je ne sais pas si c'est le bon mot. En revanche, je trouve toujours, et c'est pour ça que j'ai monté mon pote, que les médias ne font pas leur boulot. Je parle des médias en général et notamment les médias mainstream. Il y a des médias qui font extrêmement bien leur travail, des journalistes qui sont excellents. Mais je pense qu'on est encore très très loin de traiter le changement climatique et l'effondrement de la biodiversité comme il faut, genre à des kilomètres. On invite encore des climato-sceptiques sur les plateaux. Donc il y a des gens qui vont crier et pleurer à la censure, etc. Mais en fait, aujourd'hui, ces discours-là mènent à l'inaction. Et l'inaction mène à des morts. Il faut vraiment le répéter et le rabâcher. Donc ça, je trouve ça gravissime. Quand tu as je pense à Jordan Bardella, et donc ça c'est l'extrême droite, même des types comme Zemmour qui remettent en cause l'origine du changement climatique, qui disent que ce n'est pas forcément les humains ou qu'on n'est pas sûr. Mais c'est d'une telle fatigue. Et en fait, c'est l'électoralisme. C'est de l'électoralisme pour toi, ça? Ça leur fait, parce qu'il y a des gens qui répondent, il y a des intérêts évidemment et c'est financé derrière. Bien sûr que tu as des think tanks qui financent ça et tu as des gens qui ont intérêt à ce qu'on ait et qu'on perpétue ce genre de discours. Mais c'est aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure, il y a le climato-scepticisme pur et dur et tu as les gens qui te disent oui, effectivement, on sait que ça se réchauffe, mais c'est pas si grave. Ou alors. Le rassurisme, ça. Il y a du rassurisme. C'est on va s'adapter. Ne vous inquiétez pas. C'est quoi on le va pire s'adapter. pour toi? J'arrive, sincèrement, comme là, le discours dominant, alors c'est très différent en fonction, je suis en train de bosser le sujet, donc… J'ai l'impression qu'il y a un retour de ça. Donc ça, c'est un risque de backlash écologique, mais parce que ce sentiment-là est très très fort aux États-Unis. Là, on voit à quel point c'est fracturé aux États-Unis, entre… tu as Trump d'un côté et Harris de l'autre. Trump, il est soutenu, on parlait tout à l'heure des médias et de l'importance des médias et de la gouvernance et des milliardaires. On sait que Trump est soutenu notamment par Elon Musk, qui a complètement changé les algos, là, depuis qu'il a racheté X, c'est Twitter, et qui pousse les climats. Il a déban, donc des gens qui n'étaient plus sur la plateforme, il a déban et viré toutes les personnes qui étaient à la modération, et il a déban des gens qui étaient climato-sceptiques et qui tenaient des discours, genre, je pense à Jordan Peterson, normalement, qui est une personne qui a 2 millions d'abonnés ou un truc comme ça, qui tient des discours climato-sceptiques, et voilà, il est en roue libre. Donc, ils sont totalement en roue libre. Donc, en fait, ça dépend des pays, ça dépend de la géographie. Il y a beaucoup de climato-sceptiques, notamment aux États-Unis. Tu en as pas mal encore en Australie. En Europe, c'est un petit peu moins le cas et ça dépend des pays. C'est moins le cas, évidemment, en France. Mais il y a un risque de retour, très clairement, vers des discours climato-sceptiques purs et durs. Ça veut dire que des gens qui ne reconnaissent pas le consensus. En revanche, ce qui est le discours dominant en France,
c'est le climato-rassurisme. En gros, c'est des gens qui disent effectivement il y a un problème, mais la technologie va nous sauver. Typiquement, le gouvernement Macron sont les rois pour ça. Vraiment, si tu les écoutes. Ils ont un moment parlé de sobriété parce que c'est bien de récupérer des mots comme ça, des mots valises, mais c'est plus du tout d'actualité. L'avion, c'est l'avion vert. La voiture, il faudrait réduire le nombre de voitures individuelles en France, on le sait, pour atteindre nos objectifs climatiques. Jamais un politique n'en a parlé. D'ailleurs, même la gauche est pas super claire dessus. J'aime la bagnole. Non, mais c'est catastrophique. Tu vois, en termes de com, c'est catastrophique. Macron qui avait dit ça, bien sûr. Pas moi. Je rebondis sur un truc important. Il y a eu un graphe qui était sorti il y a quelques années. Je pense qu'il y a eu la nouvelle version qui montre le taux de climato-scepticisme des gens qui ne savent pas très bien, qui n'ont pas creusé trop le sujet, ceux qui disent non, il n'y en a pas. Et on remarque qu'effectivement, c'est un petit dénominateur commun parmi tous les pays où il y a eu ce sondage. Je crois que c'est Engie qui avait bossé ça. C'est un EDF Ipsos, je pense. C'est EDF. Engie, c'est en Belgique. C'est EDF Ipsos, exactement, qui montre que ce sont en fait les pays producteurs d'énergie fossile où il y a le plus de climato-sceptiques. Donc, tu as les États-Unis, tu as la Russie, tu as l'Australie, tu as l'Arabie Saoudite. Et la Belgique, on est des gros transformateurs. On a 4 personnes sur 10 qui n'y croient pas. Ou qui se disent c'est normal, le climat a toujours changé, un peu du rassurisme comme ça. C'est intéressant de voir par contre que les pays émergents, que les pays qui sont les plus impactés, ce sont les pays où on y croit le plus. Ceux qui sont les moins producteurs justement d'énergie fossile. C'est-à-dire quoi, les pays producteurs d'énergie fossile savent que c'est une forme de puissance, ceux qui sont transformateurs, c'est une forme de puissance. Et donc c'est vouloir garder en fait son avantage. Et comment tu gardes ton avantage? Continuant les mêmes politiques. Comment continuer les mêmes politiques? En fait, en abreuvant des livres, en essayant de garder ta population. Enfin, là tu abordes plusieurs points. On peut prendre un exemple qui est très parlant. Il y a la prochaine COP29 qui a lieu à Bakou, là, en Azerbaïdjan. Ils ont déjà, on parlait de criminalisation des activistes tout à l'heure. Peut-être que nos vidéos vont sortir après la COP, on ne sait pas. Et après la victoire entre Kamala Harris et Trump, on ne sait pas encore. Tu as des activistes qui ont parlé, effectivement l'Azerbaïdjan est un pays exportateur de pétrole, il y a des personnes qui ont alerté et qui ont dit on a l'impression que ça se réchauffe et peut-être que le pétrole serait responsable. Prison. Prison. Ça vient de sortir, Michael Correa vient de sortir un papier sur Mediapart là-dessus. Donc évidemment que ça c'est déjà les pays exportateurs, tu n'as aucun intérêt à diffuser dans la presse et d'expliquer. Je vais prendre l'exemple de l'Allemagne et de la France. Donc en France, en gros, on est à 28% selon les sondages, bien sûr. Il faut toujours voir en tendance de climato-sceptiques qui pensent que ce n'est pas d'origine humaine. C'est d'origine humaine, c'est une certitude, c'est sans équivoque, selon le dernier rapport du GIEC. Gagnons du temps. En Allemagne, ça n'empêchera pas des commentaires. Oui, évidemment, comme d'habitude. Mais en Allemagne, c'est 8 points de plus de climato-sceptiques. Donc on passe ça dépend des sondages, mais entre 34 et 40%, etc. Mais évidemment, puisque eux, ils ont une industrie très forte. Ils exportent, l'exportation, l'industrie automobile. Ils ont les plus grandes mines de charbon d'Europe, avec la Pologne, mais c'est en Allemagne. Il y a des mines immenses sur place. Donc évidemment, si tu sais que l'ensemble de la population sait que c'est gravissime, peut-être qu'il y aurait d'autres conséquences et que politiquement, ça aurait un autre coût, tu vois. Donc ça joue évidemment. Mais pour expliquer le climato-scepticisme pur et dur, cette question elle est assez intéressante. Donc évidemment, tu as les pays qui exportent les énergies fossiles. Et il y a une autre dimension dont a parlé Valérie Masson-Delmotte et qui a parlé de religion. Donc il y a aussi un effet religion sur ces questions-là et de dire qu'en fait c'est une punition de Dieu. Certains pays et certaines îles notamment pensent qu'en fait il y a des tempêtes et c'est une punition de Dieu. Or, on sait notamment que les ouragans deviennent plus intenses à cause du changement climatique. Punition de Exxon et Total, pardon. Oui, c'est punition d'Exxon, Total, Elon Musk et Bill Gates dans leur jet privé, pour le dire concrètement. Donc voilà, il y a plusieurs dimensions, on ne sait jamais qu'un facteur. Il faut toujours voir comment la presse traite le sujet dans le pays. Quels sont les intérêts de l'État, quels sont les intérêts des grands groupes nationaux du pays, etc. Il n'y a jamais une réponse simple pour ce sujet. Quels sont pour l'instant les freins à monsieur, madame, tout le monde? Parce que forcément, dans la population, on voit bien qu'il y a des personnes qui ne sont pas impactées, ils sont dans la vie de tous les jours, ils sont dans leur milieu socio-économique, etc. Mais toi qui as creusé ces questions-là, qu'est-ce qui principalement freine les gens? Le premier truc, en mode j'arrive pas parce que l'information ne vient pas, je ne sais pas. Ah non, mais tu peux pas, c'est pas un truc, c'est 3, 4, 5, 10 trucs. En fait, il n'y a pas qu'un truc qui bloque l'action des personnes. En fait, je vais reprendre un truc de l'accord de Paris, c'est que la responsabilité du changement climatique, elle est commune mais différenciée. Ouais. Ça veut dire que tout le monde est responsable, tout le monde participe au réchauffement climatique, mais pas à la même échelle.
Et typiquement, l'exemple que je donne à chaque fois, c'est qu'un Bernard Arnault participe beaucoup plus au changement climatique, avec son jet privé, avec toute sa consommation, etc., qu'un type qui gagne le SMIC ou le salaire médian en France et qui fait comme il peut. Donc il faut toujours faire attention, et je m'inclus dedans dans ce genre de discours, à ne pas provoquer de la réactance et de dire « tu ne changes pas alors que tu devrais ». Évidemment, les gens qui ont le plus le moyen de changer, eux, devraient faire beaucoup plus d'efforts. Donc, typiquement, c'est pour ça que je m'adresse, y compris sur LinkedIn, on a beaucoup de CSP+, qui sont consultants en cabinet de conseil, c'est mon ancien boulot, qui eux gagnent plusieurs milliers d'euros et qui eux ne changent rien. Tu vois. Donc, là, tu ne vas pas avec la cuillère, par contre. Non, mais c'est factuel en fait. Et je prépare un article, d'ailleurs, je ne sais pas s'il sera sorti d'ici là. Je pose la théorie que gagner 10 000 euros net par mois est un problème pour le changement climatique. Tu poses la théorie ou je pose ça. T'enfonces une porte ouverte pour moi. Oui, pour toi, mais pas pour tout le monde. Je t'assure que, et même y compris chez les écolos, j'ai posé la question à un certain Hugo, qui est écolo. Très clément comme gars. Il pensait qu'il n'y avait pas forcément de problème sur ce sujet-là. Mais c'est une question très intéressante, je trouve, à soulever et de dire, donc moi je vais sortir l'article, j'explique pourquoi et en fait j'adorerais que quelqu'un me dise, non, en fait c'est pas un problème de gagner 10 000 euros par mois. En fait, factuellement, structurellement, aujourd'hui, gagner 10 000 euros net par mois est un problème pour le climat. D'un point de vue de l'empreinte carbone, si tu ne dépenses pas ton argent, ça part en épargne. Ton épargne, elle est où? Conséquentialité des émissions. Tu travailles pour qui? Qui te ramène l'argent, etc. Donc je te dis, c'est un vrai sujet. Et quand tu commences à parler d'argent, en général, les gens sont d'accord. Oui, il y a peut-être un problème. Oui, il faut peut-être changer, etc. Mais quand tu commences à parler d'argent et à taper dans les modes de vie, là, ça commence un peu à dire je veux bien changer, mais peut-être lui, il devrait changer avant moi, etc. Surtout que 10 K par mois, c'est de la gabegie. Admettons, tu dépenses, tu t'augmentes. Enfin, quoi qu'il arrive, le premier réflexe qui est mesuré, c'est que tu augmentes ton niveau de vie. Dès que tu reçois des opportunités en plus, ça passe, ça monte. Mais 10 000 euros par mois, ou 4 000 euros par mois, ou 3 000 euros par mois, l'espérance de vie est la même. Ouais, t'as pas. Non, parce que plus tu as d'argent, plus tu as accès à un système de santé quand même meilleur. Enfin, bref. Oui, je parle en grosse moyenne. Tu peux très bien gagner 3 500 et vivre jusqu'à 90 ans, 90, comme ça je traduis. C'est pour grappiller, il y a des petites différences. Hein. Ça, on a une discussion avec David. Oui, c'est pas qu'une question d'espérance de vie. Là, c'est évidemment d'un mode de vie et d'un confort de vie et qui ça te permet en fait, au-delà d'un certain salaire et de subvenir à tes moyens de te déplacer, de te nourrir, de te loger, etc. Évidemment qu'il y a beaucoup de superflu là-dedans. Et on sait qu'aujourd'hui, il y a une étude très intéressante du RAC, du réseau Action Climat, qui est sortie récemment, où on pointait du doigt un peu les classes populaires qui prenaient l'avion et les compagnies low cost. En fait, on se rend compte que même les compagnies low cost, en fait, c'est les CSP+, qui les prennent. Donc, c'est toujours les CSP+, et en moyenne, les gens qui gagnent le plus émettent le plus de CO2. C'est un peu ça la logique. Évidemment, là-dedans, tu as des exceptions, mais on sait que c'est comme ça en moyenne. Donc, pour revenir à notre sujet, tout le monde est responsable. Tout le monde ne l'est pas à la même échelle et il faut de toute façon, en fait j'aurais dû, c'est une erreur de ma part, commencer par là, il faut des changements structurels pour permettre des changements individuels. On sait que c'est comme ça, il y a suffisamment de travaux de sociologie, le Haut Conseil pour le climat l'a aussi rappelé, sinon ça n'arrive pas, en tout cas ça n'arrive pas à l'échelle. Donc il faut typiquement donner un exemple, à Paris il y a beaucoup d'efforts qui sont faits là-dessus sur les infrastructures pour le vélo. Je sais que tu te déplaces en vélo, je me déplace aussi en vélo. Il faut des infrastructures sécurisées et on sait que ça permet à ce que les gens commencent à prendre le vélo, se sentent en sécurité. Il y a un effet, évidemment, quand tu as un, deux qui prennent le vélo, ils te disent ah, c'est vraiment cool le vélo. Donc l'autre il se dit pourquoi pas, une fois que tout le monde est à vélo, il y a un effet d'entraînement, etc. Là, sur un an, ça fait plus 100% de trafic à Paris de vélo, c'est énorme et on est quand même très en retard par rapport à d'autres villes, d'autres grandes villes européennes et on doit de toute façon faire passer la part de mémoire à 12% en tout cas, des déplacements. Il faut rappeler, j'ai sorti ça il n'y a pas longtemps en infographie, que 52% des déplacements de moins de 2 km sont faits en voiture. Mais en fait, les gens sont là, mais non, c'est pas possible, etc. C'est les chiffres exacts pour Bruxelles. Hein. Voilà, mais en fait, autour de moi, quand je pose la question, il y a plein de gens qui vont chercher l'expression où il va chercher sa baguette avec son SUV. C'est pas si faux. Je connais des gens qui sont à 600 mètres, qui sortent leur 4x4. Avant de te réveiller sur ça, c'est ce que je faisais. Hein. Honnêtement, ma mère, tiens, il faut aller au Carrefour, t'as pas envie de... je prenais la voiture pour taper 500 mètres, j'allais sur le parking, hop, je prenais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je trouve que c'est complètement con, mais quand c'est une habitude que tu fais parce que tes parents le font, que ton entourage le fait, tu te poses même plus la question. Donc, moi, ce côté d'aller chercher la baguette,
Clairement, je te jure, je le faisais, mais alors que j'aurais pu prendre le tram, le truc. Mais de nouveau, la perception, quand tu prends le tram quand tu es jeune, dès que tu as accès à la caisse, tu as l'impression d'avoir quitté les gueux, tu vois, tu as quitté les gueux dans les transports en commun. Et c'est justement cette image-là aussi qui rebondit. Je prends les transports en commun à fond, à Bruxelles, et avant mon éveil sur toutes ces questions-là, je le prenais quand même parce que c'était plus rapide que la bagnole, donc mon intérêt personnel. Mon efficacité. Je croisais plein de jeunes qui me disaient « Monsieur, on vous connaît, vous êtes le gars de la radio, vous êtes le gars de la vidéo, nanana. Pourquoi vous prenez le métro ?» Moi, je dis parce que c'est plus rapide. Ah, on pensait qu'un gars comme vous, c'était dans une Mercedes et tout. Donc, c'est-à-dire que forcément, parce que j'avais une notoriété et que je représentais quelque chose, on s'est dit, mais lui, ce qu'il représente, c'est un gars qui est au-dessus de nous. Mais donc, la reconstruction, elle est quand même forte à effectuer. Parce qu'on parle de qu'est-ce qui permet de changer de comportement. Je crois qu'il y a la peur, il y a l'éducation un peu judéo-chrétienne, du style, enfin, j'utilise ce terme-là, du style, bon, on ne dit pas trop combien on a gagné, si on est dans des galères de vie, on va pas trop le dire, on va essayer de se montrer bonne figure, on va toujours montrer qu'on est toujours dans les milieux sociaux. Comment on peut personnellement lutter contre cette peur à la fois du déclassement, de cette peur de ne plus être dans le groupe, de plus être dans le coup. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais personne. Enfin, en tout cas, c'est pas moi qui ai la réponse à ça, parce que en tout cas, c'est un vrai sujet. On n'en parle pas assez. On parle souvent des chiffres, du CO2, etc. Et je trouve qu'on ne parle pas assez des relations et du coût social au changement. Donc, typiquement, nous qui sommes plutôt privilégiés, ça nous coûte parce qu'on ne va plus partir en vacances à l'autre bout du monde avec nos amis, arrêter la viande. Moi, ça n'a pas été très dur au niveau santé, etc. Là, ça fait 5 ans que je mange plus de viande, je vais très bien, je n'ai pas de carence. En revanche, ça a été le plus pénible, ça a été le coût social. Donc les remarques des amis, de la famille, de justifier, mais ça va, mais t'es malade, etc. Et je sais qu'en fait, c'est un réflexe que, j'ai des milliers de témoignages de végétariens et de végétariennes qui vont dire ça. Donc le coût social au changement, je pense que ça, on n'en parle pas assez. Et c'est pénible, il faut vraiment qu'on en parle plus. Y compris, il y a un sujet dont on ne parle pas, et j'ai écrit un article sur le sujet, parce que ça me tient à cœur, sur les relations amoureuses. Comment tu fais? Imaginons que toi, tu te rends compte que, en fait, il y a un réchauffement climatique, c'est de plus en plus grave, etc. Et il faut changer. Si ta compagne ou ton compagnon n'est pas dans ce cas-là, je peux t'assurer que c'est difficile. Totalement, bien sûr. Je ne vais pas citer de nom, mais il y a des amis, typiquement, leur femme a voulu, je pense à un ami, sa femme a voulu partir à l'autre bout du monde en avion, il a dit non. Je peux t'assurer que ça a chauffé, il a fini par trouver une solution, mais ils étaient à 2 doigts du divorce à cause de ça. Et en fait, quand j'en ai parlé publiquement sur Instagram, cet exemple-là, j'ai reçu des centaines de témoignages sur c'est pareil avec ma petite amie, c'est pareil avec ma famille, c'est pareil avec mon travail, on m'oblige à prendre l'avion alors que moi je veux prendre le train, etc. Donc ça, on n'en parle pas assez. Je pense qu'on devrait, parce que voilà, on est des animaux sociaux, donc il faut parler beaucoup plus du coût social et des relations. Et voilà, j'aime les chiffres, j'en parle toute la journée, il n'y a pas de problème, mais je pense qu'il faut parler beaucoup plus de relations. Quand tu parles de cet aspect relationnel, il y a quelque chose qui est quand même très intéressant aussi, c'est des personnes qui n'ont pas eu accès à certaines choses. Moi, mon passé, c'est quoi? Tu me connais, j'ai pris l'avion, j'ai été mixé au Japon, j'ai été mixé à New York. Ça a été ma vie, c'était normal. Et en fait, le fait d'avoir goûté à ça fait que tu t'y habitues et tu veux plus, tu veux partir plus loin. Finalement, on retrouve du plaisir dans autre chose et c'est cool. Mais regarde, ma chère et tante, c'est une artiste qui est dans un système musical qui lui demande certaines choses. C'est son plus grand rêve depuis sa plus tendre enfance. Et qui tout d'un coup lui dit « Ouais, mais tiens, ce serait bien que tu ailles tourner en Guadeloupe, ce serait bien que tu ailles tourner en Martinique, ce serait très bien que tu ailles tourner au Brésil. » Et qui se retrouve dans un truc où elle n'a jamais rien eu. Elle a vécu des galères. Je n'ai pas envie de parler à son nom parce que voilà, il faut aussi qu'elle m'y autorise. Je ne vais pas raconter les choses trop complexes, mais où elle s'est dit il faut que je m'en sorte quoi. Et qu'aujourd'hui qu'elle est face à ça et qu'elle a cette opportunité, il y a son chéri qui a lancé une plateforme d'ailleurs qu'on a lancé ensemble aussi, il faut le préciser, qui s'appelle Limite et tu vois le truc. Là, le truc est très compliqué et donc ça m'amène à cette pensée, on va dire, beaucoup plus globale. Ceux qui n'ont jamais rien eu, à qui on a fait la promesse et qui se retrouvent face à un espoir déçu, qu'est-ce qu'on fait? Non, mais ça, c'est un sujet, en fait, c'est extrêmement intéressant et on devrait, il y a une raison pour laquelle je t'amène à ça. En parler de plus en plus. J'ai rédigé sur Bon Pote un article qui s'appelle « Voyage offert à Tahiti, est-ce que vous y allez ?» Et en fait, j'ai interrogé la communauté, donc des gens plutôt
conscients et conscientes du changement climatique et de l'impact que ça a, eh bien, il y a quand même 50% des personnes, donc c'est 3 ans de budget carbone, hein, c'est du 6 tonnes CO2 équivalent de faire un aller-retour à Tahiti, je pourrais expliquer. Voilà, mais, budget carbone en 2050 de tonnes, ouais. Et ouais, moins de tonnes, donc c'est 3 ans de budget carbone. Et il y a quand même 50% des gens qui y vont. Mais en fait, il faut comprendre derrière ça que tu as des personnes qui ont beaucoup voyagé et qui ont pris l'avion. C'est mon cas quand j'étais plus jeune. Il y a des personnes qui ne l'ont jamais pris et qui vont trouver ça dégueulasse, injuste, que des personnes ont beaucoup voyagé, ont beaucoup profité. Et à un moment, ces personnes-là, oui, on va considérer que tu as profité, donc c'est bien. Toi, tu as beaucoup profité et maintenant tu dis à tout le monde de te calmer. C'est injuste et évidemment que c'est injuste. Et je le comprends très bien. Et donc, encore une fois, il faut comprendre le coût social du changement et prendre en compte la justice sociale. Ça veut dire qu'il y a des gens qui n'ont jamais profité de ça. Ils devraient pouvoir plus profiter ou un petit peu profiter pendant que d'autres, et des personnes comme toi et moi, je t'inclus là-dedans pour une fois, nous, il faut qu'on puisse ralentir. Donc, il faut qu'il y ait un ajustement et une discussion démocratique là-dessus. Mais il y a aujourd'hui, on parlait du cadre légal tout à l'heure, rien ne nous dit de moins prendre l'avion. On peut prendre l'avion à gogo, tu n'as pas à compenser tes vols, tu fais ce que tu veux. Enfin, on pourrait parler de la viabilité de la compensation, mais aujourd'hui, il n'y a rien qui te limite en fait, même si certaines personnes ont évoqué l'idée de limiter le nombre de vols à 4 par an, 4 dans l'aspect financier limite. Hein. L'aspect financier limite. Et bien sûr, encore une fois, tu sais que c'est les CSP+, qui se servent le plus de l'avion, qui prennent le plus l'avion. Il faut toujours rappeler ça, etc. Donc, mais moi, c'est ce que, encore une fois, j'appelle à plus de justice sociale et à dire les CSP+, vous avez en plus les moyens de changer. Il y a un devoir moral de changer, vous avez profité, ou vous avez déjà énormément profité, c'est à nous, parce que je m'inclus dedans, de pivoter, de changer, etc. C'est drôle, c'est comme si tu nous donnais en fait même la réponse macro. C'est aux gros pays industrialisés de ok c'est bon on a profité, on va relâcher un petit peu ça, etc. Est-ce que tu penses que cette nouvelle génération qui est là, qui est éveillée sur ces questions, tout le monde ne l'est pas, attention, il faut bien le préciser, peut infléchir une forme de politique à l'avenir où tout d'un coup tu te retrouves avec une nouvelle génération de parlementaires, une nouvelle génération d'élus, une nouvelle génération de journalistes, etc. Qui sont les militants d'aujourd'hui et qui en fait arrivent à changer les politiques qui fait qu'on relâche, ou au contraire ça va être ouais mais si on relâche trop on va perdre notre avantage géopolitique et on va pas laisser gagner trop de puissance aux autres, tu vois. Est-ce qu'il y aura toujours ce bras de fer ? Ah, tu parles d'un discours, tu parles de deux choses là. C'est le fait que si nous on change, d'autres vont en profiter. Ça, c'est l'argument que sortent les Total Energy et les majors. Si on ne fait pas l'ICOP, c'est quelqu'un chinois qui va le faire. C'est un des discours de l'inaction climatique, c'est ce qui s'appelle le free rider. Donc si toi tu ne le fais pas, d'autres vont le faire. Ou si on le fait, si on change X ou Y, d'autres vont profiter de nous. On a aujourd'hui, et il faut le rappeler en fait, et c'est l'effet positif de la chose, plein de co-bénéfices, donc d'avantages à changer. Typiquement, je prends toujours la ville de Paris, mais le fait de réduire la place de la voiture, les gens, et de mettre des infrastructures pour le vélo, les gens vont se déplacer à vélo, ça va être un gain pour la santé, donc moins de frais pour la sécurité sociale, etc. Les gens seront en meilleure santé. Enfin, il y a tellement de co-bénéfices à ça, et puis en fait, in fine, et même pour le business, puisqu'il y a évidemment l'opposition de droite à Paris qui dit que en fait, si on piétonise les rues, c'est pas bon pour le business, ça va tuer les commerçants. On a assez maintenant de retour d'expérience pour dire c'est faux en fait. C'est positif parce que les gens aiment ça. Et ça a d'ailleurs une augmentation des chiffres d'affaires. Donc ça, il faut le rappeler. C'est attractif. Mais à Bruxelles a vécu la même chose. On a piétonisé le centre-ville et alors il y a des personnes pour qui leur business est tombé légèrement à l'eau à cause de Covid, à cause de plein de trucs. Et comme c'est tombé, il faut parfois des boucs émissaires et eux sont récupérés en disant ouais, vous avez vu le piétonnier a tout niqué, alors qu'au contraire ça a montré quand même plus d'attractivité. Non, mais ces discours de si on change, on va se faire bouffer par les autres, alors ça peut être vrai dans une certaine mesure, il faut voir au cas par cas, je ne peux pas faire une énorme généralité. Ce que je peux dire aujourd'hui, c'est qu'on doit réduire notre consommation d'énergie fossile, ça c'est une certitude, et que ça aura, c'est une certitude, un gain sur la souveraineté. Je pense à la droite et l'extrême droite qui n'arrêtent pas de dire nous on veut la souveraineté, on veut l'indépendance, c'est la France, etc. Mais en fait ces partis-là, y compris l'extrême droite, là, le Rassemblement national, a un discours et une politique qui est pro-fossile. Mais ces gens-là favorisent les énergies fossiles. Mais sur le logement, sur la voiture, sur le gaz, sur le pétrole, je ne parle même pas du rapport qu'ils ont avec les Russes. Voilà. Donc en fait, il faut bien se rendre compte que ces gens-là nous loquent. Donc en fait,
on est ensuite dépendant de ces énergies fossiles. Si on en sort, on est moins dépendant des autres. Donc on a aussi cet avantage-là. Il ne faut pas voir que le négatif dans le changement. Il faut surtout rappeler qu'il y a énormément de points positifs. Une fois qu'on a le constat, il faut passer aux solutions. Et la bonne nouvelle, et je tiens à rappeler ça, c'est qu'on a toutes les solutions entre nos mains. Il n'y a pas de besoin d'inventer une machine à aspirer le CO2, etc., même si certains y travaillent et qu'il faut un peu y travailler. Mais on a toutes les solutions entre nos mains. Si ça bloque, c'est parce qu'il y a un blocage politique notamment. Et voilà. Mais c'est une bonne nouvelle, quoi. Vieux schéma de pensée de ces politiciens, ou alors c'est simplement qu'ils analysent et ils se disent putain, si moi je prends ça à ma charge, c'est moi qui vais encaisser le truc, ça va me saouler, mon ego, l'héritage familial, mon nom de famille de génération en génération. Non, enfin, ça me fait penser au fameux champion, climate champion, c'est Emmanuel Macron, qui s'est autoproclamé, ou je ne sais plus, qui a dit que c'était un champion du climat. Bon, c'est évidemment faux. Lui, il a dit, et il veut marquer l'histoire. Mais il a l'occasion de marquer l'histoire, en fait, et d'être le premier président, même au monde, à avoir une vraie politique et un engagement pour le climat. Il ne le fait pas, mais il pourrait. Il pourrait aujourd'hui marquer l'histoire et dire, bon, en fait, voilà, il veut un discours de vérité, tu sais, c'est un fameux élément de langage, ils sont tous dans le discours de vérité. Mais lui, il aime la bagnole, donc c'est un peu dommage. Mais il faut réduire typiquement le nombre de voitures en France. Il pourrait dire ça et mettre des politiques en place pour ça. L'avion, c'est pareil. Pour la viande, c'est pareil. On doit réduire. C'est bon pour la santé, c'est bon pour l'environnement et c'est bon pour le respect et l'éthique animale. Il y a au moins 3 bonnes raisons de réduire la consommation de viande en France et c'est bon pour la santé des Français. Vraiment, je réinsiste là-dessus. Il n'y a pas de politique là-dessus. Il pourrait aussi changer ça. Enfin, tu vois, il y a plein de choses vers lesquelles il a le pouvoir. Et, enfin, personne, évidemment qu'il a des comptes à rendre, etc. Mais il y a plein de choses où il pourrait marquer l'histoire. Certains politiques vont dans ce sens, hein, surtout au niveau local. Je sais que c'est le cas aussi en Belgique, c'est le cas aux Pays-Bas. En France, il y a plein de villes qui vont en ce sens, à Bordeaux, à Lyon, etc. Ça bouge. Au moins d'un point de vue local, ça bouge. Alors, tout de suite, je te parlais, tu vois, des aspirations de ceux qui n'ont pas pu accéder, à qui on a vendu un rêve et qui se disent « Ah purée, ben moi maintenant je dois encaisser la réalité, et je peux plus moins faire ça, etc. » Là, moi, je vais t'amener sur un petit peu plus ce qui se passe dans le Global Sud, parce qu'on en a parlé quelques fois et je suis content de pouvoir en parler même en vidéo avec toi. Quand sur la chaîne on aborde les questions d'écologie décoloniale, eh ben, pas que chez nos abonnés, et pas tous, bien entendu, ça sort en fait à une sorte de dissonance qui est en train de se créer. Il y a un bug à partir du moment où on commence à venir avec toutes ces questions. Et je vais aller beaucoup plus loin. Les questions de classe, certes, mais les questions de race aussi. Ouais. C'est comme si l'écologie, dans sa formation et surtout dans sa manière avec laquelle elle est abordée ces dernières années, on a oublié une donne méga importante. C'est ce système, je veux dire, ce système raciste en fait, qui a été développé au début du capitalisme au XVe siècle, qui a permis de légitimer l'esclavagisme et de faire utiliser des êtres humains comme des ressources qu'on a continué ensuite à faire avec le vivant et tout le reste. Comment tu parviens à expliquer ça, toi, de ton côté, que ce soit aussi compliqué d'aborder ces thématiques, telles que les travaux de Malcolm Ferdinand, par exemple, qui a fait un super livre d'écologie décoloniale. Je voulais un peu avoir ton feeling, justement, on n'a jamais eu l'occasion d'en parler en profondeur. Bon, c'est juste que ces discours sont ostracisés, sont mis de côté, mais c'est tu as le même phénomène sur les discours féministes. Ils vont dire non mais c'est des hystériques, attention et tout ça. C'est qu'une relation de pouvoir et de renverser la table et de juste rétablir certaines choses, de lâcher un peu de pouvoir pour certaines personnes et de reconnaître notamment une faute, la faute de la France. Enfin, la France a eu je ne sais pas combien de colonies, il faut bien pouvoir le reconnaître, mais on a toujours aujourd'hui du mal à en parler de ça. Tu le sais, on en a déjà discuté. Comment aborder ces sujets-là? Enfin, moi, je prends ma part de responsabilité d'ailleurs là-dedans, puisque je pense que j'en parle pas assez et sur Bon Pote, et que de façon générale, les personnes... Normal, t'as un blanc parisien. Moi, je suis un petit blanc privilégié, je le sais, hein, je le dis et répète, mais je pense qu'on n'en parle pas assez. Les personnes racisées ne sont pas assez mises en avant. Ça, c'est un vrai sujet, y compris pour les classes populaires. C'est vraiment un gros sujet. J'en ai parlé tant bien que mal sur Bon Pote. Donc l'écologie décoloniale, c'est un fait.
On sait que l'héritage colonial est un problème et doit être pris en compte dans les négociations climatiques. Donc ça, c'est le groupe 2 du rapport du GIEC qui dit ça. Si vous lisez la synthèse sur Bon Pote, vous pouvez aller vous taper les rapports si vous avez envie. Mais dans la synthèse, ils en parlent, et ça doit être pris en compte. Donc en fait, c'est pas qu'une lubie de personnes qui disent on a été colonisé, on veut que vous payiez, etc., on veut que ça change. Non, on sait aujourd'hui, il y a suffisamment de recherches qui disent c'est un sujet sérieux, c'est de la science, certains vont dire c'est de la science molle ou c'est du social, etc. Non, non. Il y a des chercheurs, il y a des vrais travaux dessus, c'est synthétisé et y compris dans le résumé pour les décideurs du groupe 2 du rapport du GIEC. Donc ça veut dire que ça a été validé par les gouvernements, donc ce n'est pas un truc à prendre à la légère. Mais ce sujet-là n'arrive pas à médiatiquement sortir. Pour X et Y raisons évidemment, donc des rapports de pouvoir, on n'a pas envie d'en parler. Et il y a un moment… Et c'est beaucoup l'autruche quoi, ça dérange. C'est la méga autruche en l'occurrence, et il y a surtout le sujet de, à un moment, qui va payer. Et tout à l'heure, on parle d'un sujet, donc là c'est du post-colonialisme, il y a une chercheuse qui a dit ça, qui parlait de post-colonialisme, parce qu'évidemment il y a les pays du Nord là, qui continuent leur activité, et ça a des conséquences sur les pays du Sud, qui ont non seulement été pour la plupart pillés en termes de ressources, de main d'œuvre, etc. pendant des décennies, voire 2-3 siècles. Voilà. Donc il y a ça à prendre en compte, et aujourd'hui, le sujet dont on ne parle pas, à chaque fois que j'en parle, les gens sont là, mais qu'est-ce que c'est ce truc ? Les pertes et dommages ou pertes et préjudices. Donc c'est de dire les pays du Nord ont plus pollué, ont plus émis de CO2, etc. Ça a des conséquences, le changement climatique a des conséquences et des conséquences mortelles. Et ça a plus de conséquences dans les pays du Sud, qui sont plus vulnérables. Donc eux, c'est vraiment la double peine. Donc non seulement ils émettent moins et ils pourrissent moins l'environnement, mais en plus ils payent pour les dégâts et les modes de vie occidentaux. Aujourd'hui, la Chine aussi en fait partie, etc. Et donc les pertes et dommages sont là et font partie des négociations climatiques pour dire les pays du Nord doivent payer pour et réparer, donc les pays du Sud, et permettre à ce qu'ils aient des financements pour s'adapter au changement climatique. Mais quand tu regardes dans les négociations climatiques, donc c'est un sujet qui a beaucoup avancé, il y a eu un fonds de pertes et dommages qui a été créé, ça fait 30 ans qu'ils le demandaient, donc ça a été créé à la dernière COP, donc c'est vraiment une avancée, c'est une des choses positives de la dernière COP, mais ils en sont, mais sincèrement, à financer, tu as un pays qui met 100 millions, un pays qui met 100 millions, c'est rien du tout. Total, chaque année, fait 20 milliards de profits sur les énergies fossiles, et à côté de ça, il bafoue les droits humains dans tous les pays où il passe, c'est prouvé sur ICOP, ces pays. J'ai écrit un article avec Total où j'ai vraiment listé chaque fois, on ne peut pas dire qu'ils sont criminels parce qu'ils n'ont jamais été condamnés pour crime, mais bon, il faut regarder à quel point Total fait de petites affaires dans à peu près tous les pays où ils vont. Voilà. Donc ça, c'est un vrai sujet. Il y a un moment, il faut passer à la caisse, donc il y a des responsables, il va falloir payer, et évidemment que ça coince, parce que tu n'as pas envie que des pays va expliquer aujourd'hui, Emmanuel Macron, là, il parle de dette climatique, c'est le nouveau mot un peu valide, je ne sais pas si tu as fait attention à ça. Agnès Pannier-Runacher, qui est notre ministre de l'Environnement, de la transition écologique, je pense, est revenu, qui a parlé de dette climatique. Michel Barnier en a parlé aussi. Ça veut dire quoi ? On ne sait pas. Ils n'ont pas expliqué ce que c'était, mais si tu parles vraiment de dette climatique aujourd'hui, c'est les pays du Nord qui ont plus pollué et qui doivent aux pays du Sud, qui doivent, un, réparation, et deux, de l'argent et des financements. On le sait dans la gouvernance et parmi les négociations, c'est dans le groupe 3 du GIEC, ça fait partie des solutions et c'est indispensable. Si les pays du Nord aujourd'hui ne financent pas la transition des pays du Sud, en fait le post-colonialisme, ce qu'on pourrait appeler le post-colonialisme, continue. Et ça va continuer. Certains vont plus souffrir que d'autres. Je pense au Bangladesh, Bangladesh, son empreinte carbone, elle est, je crois, de mémoire, 7 fois inférieure à un pays français. Ils ont eu des dégâts en 2022, il y a des inondations pour 40 milliards de dollars. Donc, qui paye ? Eux subissent, ne polluent pas plus que ça, mais ils subissent, etc. Et les pays du Nord, ils sont là, c'est pas de ma faute. Mais il y a un moment, il faut poser le sujet sur la table. Donc, c'est hyper intéressant, c'est passionnant, et ça permet de comprendre pourquoi les négociations climatiques bloquent. Parce que aujourd'hui, évidemment, la Chine est le pays le plus émetteur et de très loin, mais historiquement, c'est encore les États-Unis qui est premier d'ailleurs. Le UK, historiquement, a beaucoup pollué, etc. La France fait partie… La Belgique aussi. Je ne sais pas pour la Belgique. Je pense. On a été 8e je crois qu'on a été dans le top 5 pendant très longtemps. Ah ouais, et okay. Je ne savais pas ça. On était l'essor de l'industrie automobile puisque le caoutchouc du Congo qui appartenait à Léopold II a permis d'avoir tous les pneus du monde entier. Voilà, et on a fait partie des premières industries fossiles aussi, en tout cas la révolution industrielle. On était, je pense, le 2e pays après l'Angleterre.
puis la France. Ok, je n'avais pas ça en tête. Pour la France, je sais qu'on était 8e, je crois qu'on est passé 12e maintenant. Mais il y a un graphique qu'on va tenter de vous mettre en même temps en temps réel qui est sur Our World in Data, tu sais, qui montre l'évolution. Et la Belgique est vachement. Ce qui m'a étonné, hein. Petit pays, je me suis dit non, la Belgique, qu'est-ce qu'on fout là-dedans? On est resté très longtemps dans le classement des plus gros émetteurs. Mais il y a un passé, il y a plusieurs choses. Il y a des notions d'équité. Donc là, tu as des chercheurs, je pense à Yann Robieu-Dupont qui travaillent dessus. Tout ça, ce sont des questions d'équité. Donc il y a des gens qui polluent plus, qui devraient aider, qui ont les capacités financières, donc les capabilities d'aider les autres et d'agir. Donc il y a une responsabilité à agir. Et la France en fait partie, les États-Unis en font partie. La Chine, même s'ils disent on est un pays émergent, vous avez les moyens financiers d'agir, etc. Tout ça, c'est passionnant. Il faut aller mettre le nez dedans. Il faut mettre le sujet sur la table. Il n'est pas posé, donc il faut en parler. Maintenant, je vais t'amener sur des questions, mon gars, que je rêvais de te poser depuis très longtemps. Le piège. Attention. Il a essayé de me mettre à l'aise pendant 40 minutes ou 1 heure et hop. Jean-Baptiste Pressoz, on l'a eu sur cette chaîne. Il n'y aura pas de transition, ton avis? Historien quand même qui a travaillé sur toutes ces questions et qui lui part du principe que c'est un leurre et que peut-être c'est une question de définition. Je crois que c'est beaucoup ça. On vous invite à regarder la vidéo. Si elle est déjà disponible, si ça se trouve, elle sortira plus tard. Je voulais ton feedback là-dessus. Sur ce qu'il dit ou sur juste cette phrase de transition énergétique? Oui, on ne parle pas de transition écologique, bien de transition énergétique. Déjà sur la phrase. Il n'y aura pas de transition énergétique. Alors, qui est un peu pourtant ce sur quoi on se bat sur limite pour essayer, et toi aussi notamment. Dans l'ordre, les travaux historiques de Jean-Baptiste sont très intéressants. Et lui, je le trouve très intéressant. J'ai d'ailleurs appris pas mal de choses avec certains de ses livres sur l'histoire de l'environnement. Je sais qu'il y a certaines erreurs qui ont été soulevées dans son dernier livre, là sur la transition énergétique, puisque la littérature scientifique ne dit pas que c'est impossible. En fait, tout ça sont des choix politiques. Lui, il essaye de montrer que empiriquement, ça n'a pas été possible et ça ne s'est pas passé comme ça. Il y a eu une addition d'énergie, etc. En revanche, ce n'est pas parce que ça n'a pas été possible avant qu'on va continuer comme ça. Peut-être que ça va continuer et qu'on va continuer à extraire de pétrole et de plus en plus de pétrole, ce qui est le cas aujourd'hui. Donc c'est catastrophique. Et c'est les annonces officielles de Total en plus. Non, bien sûr, mais Total, il y a BP, il y a 3 jours, a dit finalement, en fait, nos engagements climatiques, on ne va pas les tenir. Voilà, je viens de le lire. Tu sais, j'ai regardé ce que les médias en parlent. Non, apparemment, il y a, voilà. Il y a plus important à traiter, j'imagine, que le sort de l'humanité. Donc voilà. Donc ce n'est pas parce que dans le passé, si tu regardes, en fait, il faut s'en tenir. Moi, c'est encore une fois l'avis de Thomas Wagner, on n'en a rien à faire de son opinion. Je regarde ce que dit la littérature scientifique, ce que disent les chercheurs et la limite de ce qu'ils peuvent dire et avec quel modèle ils travaillent, etc. Ce que nous dit le groupe 3 du GIEC, donc qui fait partie des solutions. Que Jean-Baptiste Pressoz critique d'ailleurs. Mais il critique certaines choses et il y a certains travaux et certains modèles, je pourrais rentrer dans les détails, mais il y en a qui font certaines hypothèses de carbon dioxide removal, de retirer du carbone, c'est pas de capture, de retirer du CO2 de l'atmosphère avec le DAC typiquement, Direct Air Carbon, Capture, pardon. Avec des hypothèses, tu vois, concernant le CCS, Carbon Capture and Storage, il y a des projections qui ont été faites, notamment par les pétroliers. Ils vont dire, vous inquiétez pas, il y aura ça et à horizon 2030, on absorbera déjà tant de CO2. Et en fait, quand tu regardes, là, il y a des rapports annuels qui sortent là sur ça avec des chiffres. En fait, on n'est même pas à 1/100 de ce qu'ils annonçaient. Petite anecdote d'ailleurs, parce que je prépare ça pour mon futur livre. Si tu regardes les liens de gens qui font la promotion du Carbon Capture and Storage et du CDR, donc Carbon Dioxide Removal, c'est les pétroliers, les premiers liens sur Google. Normalement, ça te donne un indice un peu de qui pousse tel type de solution, etc. Donc il y a des choses critiquables, évidemment, et dans les hypothèses du groupe 3 du GIEC, mais il faut aller regarder en détail. Ça ne sert à rien de taper sur le GIEC. Le GIEC fait la synthèse de la littérature scientifique. Donc si tout le monde te dit c'est X, la synthèse ce sera X. Si tout le monde te dit il y a des travaux de recherche entre A et Z et qui sont valables, qui ont passé la moulinette d'être revus par les pairs, donc le processus scientifique, etc., en fait, les auteurs du GIEC vont prendre tout en compte et vont faire la synthèse de ça. Et ensuite, je pense qu'ils mettent des pondérations de ce qui est possible, pas possible, etc. Si aujourd'hui on me dit tenir un réchauffement climatique mondial de 1,5 degré, il y a eu des scénarios qui en parlent, mais on va overshoot, donc on va dépasser, et grâce à des technologies qui permettent d'absorber du CO2, on va redescendre en dessous. Il y a des hypothèses comme ça. Il y a des scénarios qui en parlent. Bon,
chacun fait ce qu'il veut. Moi, mon point de vue, Thomas Wagner, en voyant les politiques actuelles, on se dirige vers plus 3 degrés au niveau mondial et le 1,5 degré, on va l'éclater. Et c'est une catastrophe. Je vois ce qui se passe avec un réchauffement aujourd'hui, on n'y est même pas. Ou à 1,5, on est plutôt à 1,3 aujourd'hui. Tu as vu ce qui se passe aux États-Unis, il y a des morts en fait. Il y a eu encore des inondations, là, Boris de mémoire, en Europe centrale, il y a encore eu 200 morts. Mais en France, je vais le rappeler parce que alors tu me demandais tout à l'heure qu'est-ce qui m'énerve. Un truc qui m'énerve, les canicules en France en 2022 ont fait à minima 7000 morts, à minima, à cause du changement climatique. Qui en parle? Les médias n'en parlent pas. Ça, c'est une vraie raison d'être énervé. À quel moment les journalistes ne sont pas et ne demandent pas des comptes aux politiques? Un, il y a eu des morts. Qu'est-ce que vous avez fait pour protéger la population? Peu importe si tu votes gauche, droite, j'en ai rien à faire. Il y a eu des morts. 7000 morts. Qu'est-ce que vous allez faire pour protéger la population? Les budgets ne sont pas en place. Il n'y a rien qui est fait. Quasi rien, pour être très honnête. Donc en fait, ça c'est dramatique. Donc j'en veux typiquement aux médias de ne pas parler de ces sujets-là. Bref, revenons sur la transition. Tout ça sont des choix politiques. On a les solutions techniques pour faire la transition énergétique. Donc, soit on les met en place, soit on ne les met pas en place, mais c'est possible. Il faut retenir ça. Après, que ce ne soit pas mis en place pour X ou Y raison, c'est une possibilité, c'est certain. On arrive tout doucement à la fin de cet échange. On fera des parties 2, des parties 3, des parties 4, parce qu'il y a tellement de choses. Tu sais, moi, je vais aborder tes articles que je vous invite vraiment, hein, si jamais vous posez des questions sur la voiture électrique, etc., n'hésitez surtout pas. Si vous aimez les vidéos, venez chez nous. Si vous aimez lire, ben venez aller le voir. Thomas, moi je voudrais te demander un truc un petit peu global pour les gens qui nous regardent. Quels sont les signaux positifs que tu vois? Depuis que tu es lancé dans l'aventure, moi je veux te donner un signal positif que je vois chez toi. Il y a des abonnements, il y a de l'interaction, il y a du like. Je regarde ce qui se passe chez Camille Etienne, ça monte. Globalement, on voit qu'il y a une montée de l'abonnement, de l'interaction avec les influenceurs, la chaîne Last aussi, les personnes comme Paloma Maurice, ou encore tellement d'autres. On voit qu'il y a quelque chose qui se passe. Et même si je peux le vanner quelquefois, Hugo Clément sur notre chaîne, lui aussi, ça monte. C'est positif, mais quels sont les autres signaux positifs que tu commences à entrevoir de plus en plus où tu dis « Ah là, il y a des trucs quand même cool qui permettent de sourire ». Je pense que le signal le plus positif, et c'est un sujet qui est passionnant, c'est le nombre de procès qui est fait aux responsables du changement climatique directement, partout dans le monde, qui est en augmentation mais en flèche, et les différentes formes de procès qui sont faites, notamment sur le devoir de vigilance. Donc je sais qu'il y a plusieurs associations qui ont attaqué BNP Paribas, qui finance les énergies fossiles à coups de milliards chaque année, même s'ils disent que c'est la banque la plus verte d'Europe, ce n'est pas le cas. Donc ça, c'est hyper intéressant et c'est vraiment un axe pour se défendre qui, je pense, est complètement sous-exploité. J'estime aujourd'hui que chaque boîte, en tout cas du CAC 40 ou toutes les boîtes qui sont listées, donc qui sont cotées en bourse, ont des comptes à rendre. Vous rendez des comptes à des actionnaires, mais vous avez des comptes à rendre à la société. Vous participez à cramer la planète, donc il y a un moment, vous devez passer à la caisse, à minima, et je pense que ces personnes-là, on devrait leur faire des procès. Il y a un procès pour BNP, mais ayant travaillé pour Société Générale, Crédit Agricole et Natixis, j'embrasse mes anciens collègues, mais en fait, ces trois banques, elles doivent être attaquées parce qu'elles financent les énergies fossiles, elles continuent à le faire malgré l'accord de Paris, malgré ce qu'on sait aujourd'hui. Donc ces gens-là, il faut les attaquer, et ça arrive de plus en plus. Donc ça, c'est plutôt un axe qui me plaît bien. Je suis plutôt content, et ce qu'il y a de génial, c'est que c'est intergénérationnel. Donc il y a des très jeunes personnes qui font des procès partout dans le monde. Je pense à des jeunes gens qui ont 14 ans, qui sont sûrement aidés évidemment. Mais je pense aussi à ce qui s'est passé en Suisse récemment. En début d'année, il y a eu une décision de la Cour européenne des droits de l'homme. Et ça a été une attaque en justice qui a été faite par un groupe de femmes qui ont obligatoirement plus de 62 ans. Donc en fait, si tu as 61, tu ne fais pas partie du groupe. Et j'ai trouvé ça génial. Enfin, je suis admiratif de ça, de voir qu'il y a des personnes, déjà ça concerne tout le monde, et des personnes qui se battent à tout âge. Donc c'est un excellent message de dire, il faut arrêter de dire c'est la dernière génération pour sauver le climat. En fait, ce n'est pas aux jeunes qui n'ont pas les moyens financiers
de tout changer. On a besoin des plus âgés, on a besoin des gens au pouvoir. C'est eux qui ont l'argent, c'est eux qui ont le pouvoir, c'est eux qui ont le capital pour investir et changer les choses. Donc on a besoin de toutes les générations. Et j'ai trouvé ça, enfin je suis admiratif, j'étais derrière mon PC, j'étais tout fou, quoi. J'étais vraiment de voir qu'il y a des personnes voilà, de tout horizon qui s'y mettent. Et je pense qu'il faut multiplier les procès. Voilà, donc je passe un appel. Et je suis allé, d'ailleurs j'ai été jury de voir pour des personnes qui sont en master de droit de l'environnement, qui avaient des capacités orales formidables. Et j'attends à ce que ces personnes, au lieu d'aller bosser chez, j'en sais rien, dans les grandes banques ou chez Total, ou voilà, un exemple au hasard bien sûr, aller aider les personnes, aller faire des procès à ces grands groupes pour qu'ils changent, parce qu'on aura aussi besoin de Total et de ces grands groupes, on ne fera pas sans eux. Ils ont des grosses infrastructures et des moyens. Donc il faut que ces personnes-là changent, il ne faut pas, on passe à la casse sociale, mais les 130 000 employés de mémoire de Total, on ne fera pas sans eux. Donc en fait, on ne va pas les foutre au chômage, ce n'est pas le but c'est que ça change. Donc il faut aller aider ces gens-là, et s'ils ne veulent pas changer, il faut les aider. Thomas, merci à toi. Ciao. Porte-toi bien. Aidez-nous sur Tipeee aussi, sur PayPal.me. Voilà, c'est grâce à vos dons qu'on a des lights, c'est grâce à vos dons qu'on a des lieux, c'est grâce à vos dons que je peux manger aussi le soir. Ah oui, non, il faut le préciser, il y a des moments c'est la galère et parfois, voilà, le petit Tipeee là, il permet d'aider. Non mais globalement sur Tipeee vous avez tout le détail, ce à quoi vos dons peuvent nous aider. Merci tout le monde.